Nous allons maintenant parler de ce monde, de cette situation internationale dans cette troisième table ronde. Et je vais appeler Henri-Paul Rousseau, le délégué général du Québec, qui vient avec sa jambe américaine et son autre jambe européenne, qui vient avec sa double culture, et que je remercie beaucoup, mon cher cousin, d'être ici parmi nous. Vous savez que Poitou-Charentes est une région fondatrice du Québec, donc c'est un grand honneur, une grande joie de vous accueillir. J'appelle Jérémy Gallon, que vous connaissez, qui était déjà présent l'an passé dans nos débats. Jérémy, avocat, directeur Europe de McLarty Associés, et qui est chercheur associé à l'Atlantic Council. J'appelle aussi le vice-amiral Marc-Antoine Lefebvre de Saint-Germain, qui est dans l'autorité de coordination pour les affaires numériques. Il est un spécialiste à l'état-major de la marine et nous verrons avec lui les questions de défense. Et j'appelle enfin Pedro Rebelo de Souza, qui est lui aussi avocat. Il est vice-président de Gremio Literario et il est par ailleurs en lien très familial avec le président, si je puis le dire, du Portugal, puisqu'il s'agit de son frère. Nous allons discuter tous les quatre de cette situation internationale pour faire en sorte qu'on ait une réflexion un peu sur la gouvernance mondiale qui aujourd'hui est extrêmement fragilisée. L'ONU est paralysée par son Conseil de sécurité inefficient, l'OMC est paralysée parce que les Américains n'ont plus désigné les gens qui représentent l'arbitrage. On voit que dans toutes les organisations internationales, il y a un affaiblissement aussi du droit européen, donc un affaiblissement du multilatéralisme. La force s'exprime partout. La compétition des forces, on va y revenir, la compétition militaire des forces, la compétition dans la marine est quelque chose de très important. Nous allons y revenir. Et donc, dans toutes ces questions-là, on voudrait essayer de voir s'il y a une perspective pour que la gouvernance mondiale retrouve un certain nombre d'aspects qui seraient des aspects constructifs. Alors, je vais commencer par monsieur le délégué général du Québec avec une première question qui concerne quand même ce voisinage que vous avez avec l'Amérique. On a parlé beaucoup de M. Trump, de cette situation. On voit que beaucoup de gens parmi nos intervenants considèrent que finalement, Trump, ce n'est pas seulement une crise de circonstances, que finalement, c'est une évolution de l'Amérique qui risque d'être profonde et que vous nous avez fait hier soir une démonstration sur, au fond, les raisons pour lesquelles le Trumpiste aujourd'hui répond en partie aux aspirations de l'opinion. Donc, en tant que grand voisin, vous qui êtes menacé d'être annexé par l'Amérique, comment vous jugez ce qui est en train de se passer ? Est-ce quelque chose qui est circonstanciel ou est-ce que c'est quelque chose qui est stratégique et durable et qui met en cause votre perspective nationale? Merci, Monsieur le Premier ministre, d'abord de m'inviter à cet bel événement qui est si important. Ce qu'on voit arriver aux États-Unis a des racines profondes. Il faut revenir à l'histoire américaine. Et si vous vous êtes promené aux États-Unis, dans toutes les régions de ce grand pays, vous devez savoir que dans le dernier siècle, en fait, les Américains ont perdu environ 1% de leur population dans des guerres qui ont été hors de leur territoire. Et il n'y a pas une grande ville, une petite ville, une commune américaine où quand vous y allez, vous voyez les drapeaux, vous voyez comment c'est fort aux États-Unis, le sentiment de l'importance de l'armée, de leurs soldats. Et en fait, ils sont en deuil d'avoir perdu leurs enfants dans des guerres qui n'étaient pas les leurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Américains sont en déficit commercial depuis plus de 40 ans. Ce déficit commercial est à plusieurs causes qu'on peut énumérer, mais le plus important pour eux, c'est qu'il y a une logique très forte chez eux qui dit simplement ceci. Nous sommes supposément les meilleurs dans tous les domaines. Et comment se fait-il que si on est les meilleurs dans tous les domaines, nous sommes si mauvais dans le commerce international? C'est un discours très populiste, mais qui est très efficace. Et c'est parce que les autres trichent. Et donc, les deux ensemble font en sorte qu'on ajoute un troisième élément, que les Américains sont en fait très dépendants de
plusieurs pays, parce que le problème des Américains ne sont pas les exportations, c'est qu'ils importent de plusieurs autres pays des biens essentiels. Et en particulier, ils ont développé une dépendance face à la Chine de façon directe et de façon indirecte. Je ne sais pas si ma petite diapo elle est là ou si on l'a, je vais peser là-dessus, peut-être que c'est pas là. Oui, donc ça c'est l'autre d'avant. J'aimerais l'autre d'avant sur les produits. Voilà. Ce qu'on y voit là, c'est l'importance en nombre de produits. Ce ne sont pas des dollars ni des euros. Ce sont le nombre de produits qu'avec le temps, les Américains ont importé de la Chine et que l'Europe aussi a importé de la Chine. Et de l'autre côté, vous voyez comment la Chine a réduit sa dépendance en nombre de produits. Ces données viennent de MIRIX, qui est un institut allemand qui fait essentiellement la cartographie du commerce mondial de façon très efficace. Et on voit cette dépendance. Non seulement cette dépendance est importante, mais on doit se rappeler que les Américains, le secteur industriel, ne comptent que pour 10% du PIB. Quand on enlève la défense et la sécurité, on tombe à 7,5. Ça veut dire qu'ils sont devenus un pays de services. Ils ont été très contents d'être les leaders dans les services, dans la finance, dans la technologie. On parlait des GAFAM et tout le reste, mais ils s'aperçoivent qu'il y a un piège. Pourquoi? Ce secteur des services dans lequel ils sont dominants repose essentiellement sur les importations de produits technologiques dont les terres rares et les matériaux critiques sont si importants et ça vient de la Chine ou indirectement de d'autres pays. C'est, si vous voulez, le deuxième truc. On voit cet immense déficit des Américains, mais là, je vous ai mis les pays qui sont en surplus face aux Américains et qui sont en même temps en déficit face à la Chine. En fait, il y a plusieurs pays, dont le Mexique, l'Europe, le Canada, le Vietnam et d'autres, qui deviennent pour les Américains. Ici, je vous regarde le monde d'un point de vue américain. Pour eux, en fait, ces pays-là sont des intermédiaires de la Chine. Et c'est pourquoi Trump a attaqué tout le monde en même temps. L'effet net de tout ceci, M. le Premier ministre, c'est qu'en fait, les Américains ont un grand problème, c'est qu'ils ont, c'est pas le déficit commercial en soi, c'est la dépendance stratégique pour des produits qui sont fondamentaux pour la santé, pour la sécurité, pour la défense, qui font que les Américains, qui se considèrent le plus grand pays du monde, sont maintenant dépendants. J'ajoute un dernier point. Ils étaient, dans le début des années 2000, le pays dominant des technologies. Sur les 64 technologies importantes dont fait le tracking un institut australien sur les technologies, ils avaient la prédominance. Au-dessus de 57 sur 64 et les Chinois, 5, 6, 7. On est en 22, et en 22, le dernier recensement de ces technologies, c'est l'inverse. Les Chinois ont maintenant la domination technologique, comme ça a été dit ce matin. Donc, pour eux, c'est une question de survie. Ils ont perdu cette guerre, et la façon dont Trump veut la régler, c'est de faire en sorte qu'ils mettent la main soit sur les ressources, c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup le Canada et le Groenland, ou soit qu'indirectement, ceux qui font en sorte qu'ils deviennent des intermédiaires de la Chine, ils maîtrisent ce commerce. C'est une approche néo-mercantiliste qui est pas efficace. Et si vous me permettez, Monsieur le Premier ministre, je vais tout de suite mettre sur la table une proposition d'espoir. Absolument. Alors, ce que je crois qu'on pourrait faire, et ce serait une opportunité pour l'Europe et le Canada, c'est qu'en fait, ce commerce que manipule M. Trump est un commerce russe et pas un commerce intelligent. Je dis intelligent dans le sens qu'on utilise très peu les technologies modernes que Alexandre, docteur, nous a présentées ce matin. En fait, le commerce se fait encore avec des fax, des papiers, et il y a un peu de technologie, mais pas autant qu'on devrait. Donc, le commerce doit être intelligent. On doit rapidement pouvoir identifier l'origine des biens et leurs composantes et avoir la traçabilité de ce qu'on échange. Cette traçabilité, elle est indispensable. La question, c'est comment on fait ça. Ma proposition, c'est qu'il y a une quarantaine de pays dans le monde, dont les pays européens, le Canada, l'Australie, le Japon, qui ont en commun une invention française, qui est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Si on acceptait d'un commun accord d'utiliser la même architecture technologique pour numériser dans chacun des pays en même temps la TVA, nous aurions trois choses. La première, nous aurions une compréhension complète du commerce intérieur. Ça aiderait l'Europe à éliminer, et le Canada à éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires à l'intérieur. Deuxièmement, nous aurions une banque de données fantastique. Et troisièmement, cette alliance deviendrait une plateforme pour du commerce plurilatéral qui permettrait de faire le commerce entre nous. Et si les Américains ne sont pas là, ce n'est pas grave, parce que tout le reste de la planète qui est capable de faire ceci pourrait transiger sur une base intelligente. Ça permettrait aussi de respecter
Ce qui est très important dans nos sociétés modernes. Les gens ont perdu confiance dans le commerce parce que certaines juridictions voudraient protéger la santé, d'autres, c'est les bovins de leur localité, d'autres, c'est tel aspect. En fait, toutes ces histoires-là sont importantes localement. Mais ça ne correspond pas à 100%, c'est même pas, c'est tout petit. Par la traçabilité, on pourrait exclure ce qu'on veut. Et ça ne nous empêche pas que la règle fait en sorte que, comme la règle de Pareto, on réglerait 20% des problèmes, mais 80% pourraient fonctionner. Donc la traçabilité par la numérisation de la TVA nous donnerait une plateforme pour le commerce. Commerce intérieur, commerce extérieur. Deuxième chose, mon Premier ministre, ça nous donnerait une capacité de construire une feuille de route pour l'autonomie numérique et la souveraineté numérique de l'Europe et des 40 pays. Pourquoi? Parce que les données générées nous permettraient de construire des nuages, donc une info-nuagerie, qui ne serait pas sur le Cloud Act, qui ne serait pas sur le Patriot Act, et les deux ensemble feraient en sorte que le reste de la planète accélérerait l'isolationnisme des Américains. C'est sûr qu'il y aurait une réaction de M. Trump. Mais on changerait l'agenda, on changerait de patinoire, comme on dit chez nous, on changerait les règles du jeu, et l'Europe reprendrait le leadership. Ma proposition concrète, on a une opportunité devant nous. On a l'entente entre l'Europe et le Canada sur le commerce, qui est approuvée par quasiment tout le monde, sauf 10 pays qui ont, 10, je dirais, parlements qui n'ont pas fait, mais les 27 ont approuvé, les gouvernements, mais là, il nous reste 10 pays. Mais on pourrait prendre cet exemple, d'aller plus loin. Et si le Canada et l'Europe travaillent ensemble, ça nous permettrait, et ce serait ma dernière diapo, si elle est là, ça je vous l'ai dit, il y a une dernière diapo, voilà, c'est de profiter de la relation entre la France et le Québec pour accélérer la relation entre le Canada et l'Europe et faire du CETA l'exemple du commerce intelligent. Voilà ma proposition, mon président. Merci beaucoup, monsieur le délégué général. D'abord, merci de profiter de ce forum pour sortir une proposition créative qui a beaucoup d'intérêt. Et naturellement, il faut peut-être que ça soit à partir du CETA renouvelé, mais il y a un intérêt très important. Par exemple, pour le débat que nous avons eu sur le véhicule électrique venant de Chine. Tout le problème aujourd'hui, c'est non pas de freiner par des droits de douane, parce que les droits de douane, ça se contourne. Les Chinois, ils sont en train de faire des usines au Maroc qui vont permettre de renvoyer en Europe avec les accords entre le Maroc et l'Europe. Et donc notre vraie réponse à cela, c'est le contenu local. C'est-à-dire qu'il y ait dans la voiture chinoise un certain pourcentage de contenu local. Donc nous disions, il y a 50%, il y a 60%, c'est à négocier. C'est beaucoup mieux que le protectionnisme qui ne sert à rien avec l'augmentation des tarifs. Et avec ce système-là, on peut permettre comme ça d'avoir une numérisation du contenu local, ce qui donne en effet une force considérable sur le plan numérique en matière d'information. J'ajoute une note de bas de page. Sur le site de la délégation, vous allez trouver mon texte dans lequel je fais exactement un exemple, comme vous venez d'illustrer, parce que par la TVA, qui est une taxe sur la valeur ajoutée, nous avons toutes les origines des produits. Exactement. Et on peut identifier le contenu local. Et ça permettrait de renouer l'espoir que le commerce mondial est une source de richesse tout en respectant les préférences locales. Et ça nous permet d'avancer plutôt d'être bloqués comme on l'est actuellement. Et naturellement, de bien montrer que de toute façon, on ne peut pas croire à la démocratie libérale en pensant que c'est l'augmentation des tarifs douaniers qui va réguler le commerce, car de toute façon, ça ne conduit qu'à des difficultés. Ce n'est pas en construisant des barrières. Là, on sait bien que la richesse vient de l'ouverture. On va interroger notre ami Pedro sur ces sujets, puisque d'abord, la culture du Portugal, c'est la culture internationale, par définition. Ils sont de partout, ils sont présents partout. Donc, un peu, quel est votre diagnostic un peu sur cette situation internationale du commerce? Et puis, cet exemple portugais dont on a parlé ce matin, avec ses capacités assez exceptionnelles de redressement. Merci avant tout, merci Jean-Pierre, Premier ministre, et aussi Jean-François. Emmanuel, félicitations. En Europe, avoir un forum qui est une fondation qui a ce genre de réflexion, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est important parce que, d'une façon ou l'autre,
ça nous met en cause en termes de certaines réalités. J'écoutais aujourd'hui le matin, c'était très, très riche, et je me rappelais que 48 ans, je commençais comme un assistant de droit à la faculté de droit de Lisbonne, et on a invité Maurice Duverger. À cette époque-là, j'enseignais suivant l'institution politique et droit constitutionnel qui était son livre. Parce que tous les livres étaient bannis au Portugal avec la révolution des Juillet. Et quand on discutait la démocratie, il nous a dit « c'est pas quelque chose acquise. Il faut prendre attention, il faut faire attention. Parce qu'un jour ou l'autre, ça peut être mis en cause par les régimes autoritaires. » Bon, mais en réalité, merci. Du coin d'un petit pays, mais un petit pays comme Monsieur le Premier ministre disait, qui est enfin... vous savez que la population de Portugal, et d'abord la France est un bon exemple, et on a exactement la moitié de la population du Portugal, par tout le monde, au Canada, etc. Enfin. Et alors on a une vision peut-être d'un petit pays européen, avec une histoire, et avec une histoire récente, c'était une histoire assez bizarre, parce qu'on était soudain dans une crise de dette souveraine, qui était un bon exemple de l'absence de la solidarité européenne. Parce qu'à cette époque-là, tous les grands pays, et peut-être le plus dur était l'Hollande, nous disaient, bon, vous savez, les pays du Sud, vous dépensez, vous ne travaillez pas, beaucoup de plages, enfin, pas de profitability. Alors c'était un peu bizarre. Et on a fait un effort. On a fait un effort et enfin l'économie maintenant est en place. On a un certain équilibre du point de vue du système politique et ça donne, ça nous fait réfléchir sur le thème de cette table ronde qui était leadership. Bon, premièrement, je rappelle que Monsieur le Premier ministre a déjà écrit beaucoup sur ce thème, un livre que d'abord il faut lire, parce que c'est une très bonne réflexion sur ce thème. Bon, notre vision, c'est qu'il n'y a pas une leadership internationale sans gouvernement et des leaders nationaux forts. Et on n'a pas. Et c'est une illusion penser que les leaders tombent du ciel. Nous vivons un temps où, comme Jean-François a dit et d'autres ont dit, le leadership a émergé comme une leadership de personnalisation, de concentration, de médiatisation et dans un dialogue de plus en plus direct avec la société civile. Et ça rend très difficile le fonctionnement de la démocratie parlementaire. Très difficile, avec les médias jouant, et ce n'est pas les médias traditionnels, jouant un rôle toujours très important et très disruptif. Et la démocratie représentative est tout à fait mise en cause. Et c'est ainsi qu'apparaissent évidemment des solutions autocratiques, comme on n'a pas bien parlé aujourd'hui. Le trumpisme est un courant qui, en vérité, saute au-dessus de tous les pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le ministre Moretti disait, pour moi comme avocat c'est très important, l'état du droit, Trump, il ignore. Il essaie de manipuler le judiciaire, comme on le sait. Il le fait d'une manière pragmatique. Il ignore le Parlement, enfin les deux, le Congrès et le Sénat, et il commence à subvertir toutes les règles basiques de fonctionnement de la démocratie et du modèle anglo-saxon. Mais c'est curieux parce que le modèle anglo-saxon a
en lui-même, ils ont créé cette fiction d'un pouvoir présidentiel et judiciaire qui a tous les checks and balances. Et soudain, on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est possible qu'un type complètement... Je dis ça avec une expérience très personnelle parce que j'ai travaillé dans la Citibank, la Banque internationale, et j'ai eu l'occasion de connaître M. Trump dans sa première négociation de Atlantic City. C'était sa première faillite. C'était la première bankruptcy. Et maintenant, c'est pour moi revisiter, depuis 35 ans, quelque chose que il est un type qui déconstruit, déconstruit l'autre part. Il essaie, il improvise, il est un tacticien. Il n'a aucune stratégie, c'est du tactique pur. Et qu'est-ce qu'on a? On a exactement le Financial Times, je pense que c'était avant-hier, disait exactement ça. C'est que les populations commencent à se demander pourquoi les démocraties ne délivrent. On veut des solutions, comme d'abord Jean-François a bien dit dans son discours. Alors, leadership, on a un problème de leadership international. On a des leaders, avec des exceptions naturellement, nationaux très faibles. Et ça nous pose un problème. C'est que c'est difficile d'imposer, et on a besoin d'une Europe assez unie, avec une stratégie. D'abord, on a parlé avec la Fondation, la France et le Portugal, vis-à-vis l'Afrique, l'Amérique latine, même l'Asie, enfin, naturellement, tenant compte de la dimension de la France et du Portugal. Mais on peut se mettre ensemble, représentant l'Europe, pour développer une stratégie complètement différente. Parce qu'on a bien dit, l'Amérique est c'est 10%, 15%, enfin, on peut le discuter, mais on peut comprendre que c'est bien possible d'avoir une stratégie européenne si on a un leadership européen. Merci beaucoup. On voit bien que ça, c'est une question majeure parce que le leadership ne peut pas venir des nominations administratives telles que c'est en Europe. Donc, Madame von der Leyen, elle peut jouer quelque rôle que ce soit, mais jamais elle n'incarnera un leadership européen. Et donc, on voit bien qu'un leader, c'est naturellement quelqu'un qui a la capacité de définir un horizon, qui a la capacité de construire un chemin qui conduit à cet horizon et d'incarner la cause. Et donc, on voit bien qu'en effet, notre système ne conduit pas à l'émergence d'un leader européen. Les seuls leaders qui existent sont des leaders nationaux. Et donc là, on est sur une difficulté majeure dans un monde où chaque pays est dirigé par un leader et que le continent européen est une coopérative. Et cette coopérative, par définition, elle ne dégénère pas de leader. C'est une situation, naturellement, sur laquelle on peut revenir, qui peut nous poser des problèmes. Et même, Jean-Pierre, il y a une chose, c'est que même Antonio Costa, qui était un politicien... Oui. Le président de l'Union européenne aujourd'hui. Lui-même et von der Leyen, ils font des compromis entre tous les 27. Mais on n'a pas besoin de quelqu'un qui fait seulement la liaison entre les 27. Mais on a besoin de quelqu'un, comme vous dites bien, qui soit le représentant, qui nous donne une vision de leadership. Et ça, on a besoin, surtout. Mais le leadership, au fond, est un préalable
à la négociation, et alors qu'aujourd'hui, c'est la négociation qui, en Europe, possède les choses. Donc, et puis, à l'international, ce sont des choses qui sont assez graves. On en parlait tout à l'heure. Nous avons, avec quelques amis ici du Cognac, vraiment cette petite douleur dans la relation franco-chinoise. C'est-à-dire qu'il y a une décision européenne qui est prise par l'Europe sur le véhicule électrique. C'est l'Europe qui prend la décision, et la sanction chinoise, elle est sur le Cognac. Chacun sait que le Cognac est assez peu une production allemande, ni néerlandaise. Donc, et tout ça parce que la France a voté pour. Est-ce que nous entrons dans les processus de décision de la Chine pour apprécier? La Chine, c'est la Chine. Nous demandons que l'Europe soit l'Europe. Et s'il y a des désaccords avec l'Europe, les sanctions elles sont européennes. Je ne vois pas pourquoi il y a une sanction qui vient pour la France. Mais tout ça vient du fait que le leadership est ambigu et que finalement des partenaires choisissent leur leader en fonction de ce qu'ils peuvent souhaiter. Donc ceci est important. Alors, avec nos deux intervenants qui vont maintenant prendre la parole, je voudrais qu'on parle de la question de la défense dans cette compétition internationale, parce qu'au fond, on voit bien qu'aujourd'hui, la puissance, ce n'est pas seulement l'économie. La puissance, ce n'est pas forcément, c'est aussi le leadership, c'est aussi le budget militaire. Et le budget militaire, on voit bien que la Chine, 10% de plus par an, les États-Unis font à peu près 3 fois le budget de la Chine. Donc on voit bien que cette compétition-là, elle est assez préoccupante d'ailleurs de voir que l'industrie qui marche dans le monde, c'est l'industrie des armes, ce qui ne dit rien de bon sur notre propre avenir. Mais notamment sur la marine, et sur cet angle de la compétition, le rôle de la marine et le rôle technologique de la marine, parce qu'on voit bien que la guerre est en train de changer de forme, les drones, etc. Mais on voit bien que cette bataille sur la marine a l'air d'être une bataille existentielle très forte. On voit bien l'espace et on voit bien la marine qui sont des compétitions. Alors vous qui êtes à l'état-major sur ces sujets, amiral, dites-nous un peu comment vous voyez ces rapports de force et la place qu'il y a derrière tout ça dans le leadership mondial qui est en train d'essayer de se dessiner. Merci de m'avoir proposé effectivement de prendre d'apporter un regard de marin. Et je vais chausser mes jumelles de marin. Et finalement, dans les rapports géopolitiques, bien souvent, je trouve qu'il manque un peu ce regard par la mer. Je vais m'attacher à essayer d'apporter quelques réponses à vos questions. Alors, si vous me permettez, je vais revenir un peu dans le temps et remonter à une trentaine d'années, parce que je considère que finalement, nous fermons ce que j'appelle une parenthèse stratégique, qui correspond au dividende de la paix, qui correspond globalement à la chute du mur et à la chute de l'URSS. Et que cette pause des 30 ans de dividende de la paix, qui aboutit notamment par un désarmement global en Europe et même un petit peu aux États-Unis, puisque même l'US Navy, qui est comme la première force qui incarne la puissance américaine, elle-même avait réduit et tombé peu ou prou à moins de 300 navires, ce qui était un bas historique et qui aujourd'hui est obligé de remonter en puissance de manière monumentale parce que la Chine est en train de se réarmer d'un point de vue naval, j'y reviendrai, de façon très conséquente. On dit que la Chine produit tous les 3 ans l'équivalent de la marine nationale française. Ça fait rêver. Donc on a fermé cette pause, et pendant cette pause de 30 ans, de vue de la mer, on a vu finalement les mers se vider de leur puissance navale. Et dans l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit qu'à chaque fois que les nations, que les pays, que les civilisations ont désinvesti la mer, il s'est passé des choses, et finalement l'ordre ou le désordre s'y est mis. Dans cette période de 30 ans sur laquelle je vais vite passer, finalement, on voit quoi? On voit les marines disparaître. Je vais mettre de côté les marines, ce qui se passe sous la mer, parce que finalement, les rapports de force sous la mer ont toujours été là. Ils n'ont jamais vraiment baissé. Mais pour le reste, les marines militaires ont désinvesti. La marine soviétique a disparu, pourtant elle était très présente. Et donc, beaucoup de choses se sont mises en place, plutôt positives, des trafics licites. C'est le commerce mondial qui est passé, qui s'est développé. Parce que finalement, la mer était un espace par essence, par elle-même, un espace de sécurité. Et donc, le trafic maritime, à l'image des grands armateurs d'aujourd'hui, CMA, Maersk ou MSC, ont permis au commerce mondial de se développer avec une date importante, qui était 2001, l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui accélère ces mouvements d'échanges commerciaux. Il y a aussi des trafics non licites. On a vu l'émergence, parce que la mer n'est pas contrôlée, les trafics aujourd'hui de pêche illégale, non déclarée. Et là, il y a une prédation des ressources halieutiques en mer juste hallucinante. Il y a les trafics d'êtres humains, il y a les trafics de drogue,
et il ne vous aura pas échappé que les Américains ont mis à proximité des eaux vénézuéliennes récemment, là, il y a quelques jours, des bateaux de la marine américaine pour contrôler le narcotrafic qui venait du Venezuela. Donc on voit que le trafic plus que jamais fait rage par la mer. Et puis, et c'est là où le marin que je suis a vu quand même progressivement depuis 10 ans une réappropriation progressive de la mer par les marines militaires. Et je vais en venir à la marine chinoise. On parle beaucoup de la mer de Chine méridionale, c'est cette zone des 9 ou 10 traits, le Paracel, Spratly, qui entoure l'île de Henan, qui ont été, pas que par les Chinois, bétonnés, plein de petits îlots, et de fait, dans un principe du fait accompli, ont été pris de fait sous contrôle de la marine chinoise. Et là, contre toute règle du droit international. D'où le fait qu'un certain nombre de marines occidentales, américaines en particulier, françaises dans le Pacifique, marquent, par principe, passent dans ces eaux-là pour marquer la liberté du droit de la mer. Ce réarmement progressif de la marine chinoise a abouti à un phénomène dans le Pacifique de réarmement massif, parce que les rapports de force sont de nouveau en train de s'établir en mer. Petite anecdote, en passant par là, j'anticipe un peu sur la Méditerranée. Lorsque je commandais le porte-avions Charles de Gaulle en 2019, nous sommes déployés au large de la Syrie, parce qu'à l'époque, il y avait encore la fin de la lutte contre le terrorisme en Irak et en Syrie. J'avais déjà 3 frégates russes qui marquaient le groupe aéronaval français. C'était bien avant la guerre en Ukraine. Donc cette notion de réappropriation des espaces maritimes pour marquer sa puissance, pour du contrôle, pour des raisons X ou Y par les nations, a redébuté depuis une petite dizaine d'années. Et nous, les marins, nous le voyons bien. C'est le premier espace qu'on appelle commun, qui était l'espace historique des rapports de force en mer, parce que la mer, c'est caractérisé par la liberté, qui fait que la liberté, chacun l'exprime ou l'utilise comme il le souhaite. Et donc ça, c'est le premier phénomène. Je reviens sur la mer de Chine méridionale. Au bilan, aujourd'hui, vous voyez un réarmement absolument massif dans la zone Pacifique. Je vais vous donner quelques chiffres. Le Japon, alors depuis 2008, le Japon, c'est plus 28% de réarmement naval. Corée du Sud, plus 101%. L'Indonésie, plus 46%. La Malaisie, plus 45%. L'Inde, plus 40%. Et la Chine, plus 138%. Beaucoup basé sur de la flotte navale et beaucoup de sous-marins. Et je pourrais revenir éventuellement sur le sujet AUKUS, qui est très révélateur en fait, des rapports de force, au-delà du problème du contrat perdu par Naval Group, en fait, l'alliance AUKUS dans le Pacifique, voulue par les Australiens. C'est le même phénomène en Méditerranée, toute la rive sud de la Méditerranée aujourd'hui, en train de se réarmer. Algérie, Libye, c'est un sujet un peu plus compliqué. Donc l'Algérie plus 120%, l'Égypte plus 170%, la Turquie plus 32% et Israël plus 166%. Donc on voit dans les espaces maritimes une réappropriation par les nations qui, pour des raisons qui sont les leurs, décident de remarquer, de réaffirmer leur puissance pour contrôler une zone locale ou pour allant jusqu'au contrôle de zone pour pouvoir garantir l'échange des flux. Le débat sur Taïwan, on parle beaucoup de Taïwan et de TSMC, il faut bien voir que Taïwan, c'est le détroit de Taïwan et c'est que par là passent tous les navires du commerce maritime mondial. Donc en fait, le détroit de Taïwan est une zone absolument stratégique, même pour nous, Européens. Et ce qui me fait venir sur là, j'ai fait un balayage plutôt horizontal de ce qui se passe à la surface du globe, et je vais volontairement maintenant prendre un axe vertical. Et aller dans les 2 autres espaces communs, vous les avez nommés, Monsieur le Premier ministre. Le deuxième, c'est l'espace exo-atmosphérique. Et je vais rajouter le troisième, c'est celui des fonds marins, grands fonds marins, qui est un débat qui en France a eu lieu, puisqu'il y a une stratégie en France sur la maîtrise des fonds marins, qui, parce que la technologie, parce que la dronisation, parce que l'IA, parce que voilà, le numérique permet enfin de descendre très profond, est l'objet de nouvelles compétitions, notamment pour peut-être enfin exploiter, pour ceux qui le voudraient, les ressources qui sont disponibles dans les grands fonds marins. Alors, quand on parle de grands fonds marins, on est dans la classe 4 à 6 000 mètres. Et aujourd'hui, on sait très bien que des pays, notamment asiatiques, vont déjà largement explorer ce qui se passe au fond. Donc le débat sur les fonds marins, qui est la dernière terre vierge finalement de leurs ressources, est sans doute un sujet qui, dans les années à venir, va nous poser de grosses difficultés. Donc la France, et notamment la marine, progressivement va acquérir des moyens. Je viens sur ces 2 autres espaces communs,
donc 3 espaces communs, maritime, exo-atmosphérique et fond marin, parce que finalement, c'est les 3 espaces où le droit est le plus light, le plus léger. Et donc, c'est les 3 endroits où un État, et pas que des États, parce qu'on peut aussi parler de para-États, cherche à s'approprier, à utiliser ce que la liberté leur permet pour pouvoir intervenir. Quand on parle de grands fonds marins, on parle aussi des câbles sous-marins. Il ne vous aura pas échappé que 99% du trafic de nos téléphones passe par des câbles sous-marins. Ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, les câbles sous-marins étaient des câbles qui étaient mis en œuvre par des opérateurs historiques des télécoms. Aujourd'hui, les câbles sont quasiment exclusivement mis en place par les GAFAM. Et là, c'est mon deuxième propos, c'est ce rapprochement, et on arrive un peu on rejoint les sujets de ce matin, sur en fait le sujet du numérique, de la tech, qui, in fine, dans ces rapports de puissance au-delà du maritime, sont en fait plus que jamais cette guerre qui fait rage, en particulier entre la Chine et les États-Unis, avec les États-Unis qui, eux, ont évolué de manière beaucoup plus radicale, puisque le rapprochement entre les GAFAM et l'administration Trump a fait que pour ceux qui pensaient qu'il y avait une séparation, eh bien aujourd'hui elle est de fait, même si M. Musk a quitté le Doge et a quitté le gouvernement, de fait les GAFAM en fait, sont de connivence totale avec le gouvernement fédéral américain. Or tout le sujet derrière, c'est le sujet des GAFAM, on l'a largement abordé ce matin, c'est le sujet, on parlait de guerre hybride tout à l'heure, de la manipulation des opinions, de ce que Thomas Gomard, dans son excellent livre « Guerre invisible », mentionne et aborde. Je conseille vraiment la lecture de ce livre-là, parce qu'en fait, la guerre invisible, c'est vraiment ça. C'est la prise en contrôle d'une manière ou d'une autre de nos cerveaux, et ça, manipulé par des techs. Un autre livre que je vous livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est intéressant, c'est le livre d'Asma Mala sur le technopolitique, qui montre très précisément le rapprochement entre les big states, ce qu'on appelle les big states, et les big tech. Et en fait, c'est bien parce qu'il y a les big states, mais parce qu'il y a les big tech, on peut effectivement arriver aujourd'hui à ces rapports de force. Monsieur Copé tout à l'heure citait Giuliano d'Ampoli dans L'Ordre des prédateurs. Je rajouterai dans ses commentaires sur ce livre-là, qui est absolument remarquable, c'est qu'il montre bien lui aussi que les Borgiens, comme appelle monsieur d'Ampoli, c'est-à-dire ces prédateurs, ne peuvent aujourd'hui être prédateurs que parce que derrière, ils ont la puissance technologique, le numérique, qui est à leurs mains. Donc c'est vraiment ça derrière qui se joue. Le maritime, pour ça, est intéressant parce qu'en fait, il porte, les 3 espaces communs portent l'ensemble de ces sujets-là, donc il faut les regarder en tant que tels. C'est le premier espace d'expression de ces leaderships dans les relations internationales, et donc c'est pour ça que ces 3 espaces communs doivent plus que jamais être surveillés. Dans l'espace exo-atmosphérique, c'est le cas. Et donc les fonds marins, ça sera sans doute le défi de demain. Merci beaucoup, Amiral. Ça rejoint un peu ce que disait le docteur Alexandre tout à l'heure sur la bataille numérique et au fond que tout remonte un peu à cette grande bataille technologique, au fond, y compris au fond marin. Alors est-ce que, Jérémy, dans cette perspective-là, on peut espérer une nouvelle gouvernance mondiale? Est-ce qu'on peut espérer un nouveau multilatéralisme? On voit bien qu'aujourd'hui, la règle mondiale est très finalement ténue, qu'il y a assez peu de puissance du droit international, que les instances internationales sont de plus en plus décrédibilisées, y compris par des grandes puissances. Donc, quelles sont les perspectives un peu positives qu'il peut y avoir sur le plan international pour essayer de tracer les perspectives de ce qui serait un nouvel ordre mondial où le droit aurait retrouvé un peu de force? Merci Monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous pour la 20e édition du Forum du Futuroscope. Alors, je pense que derrière votre question, il y a une question moi, qui m'anime, qui m'obsède quelque part. C'est la question de est-ce que l'Europe peut continuer à être un acteur de l'histoire? Et derrière cette question, ce n'est pas simplement la nostalgie d'un jeune homme qui aimerait revenir dans ces siècles où l'Europe dominait le monde et écrivait l'histoire. Mais je crois qu'être acteur de l'histoire, c'est tout simplement la capacité qu'on aura. Enfin, malgré votre jeune âge, vous êtes quand même très habile pour détourner la question. Je vous remercie. L'Auvergnat est têtu. Mais je pense que derrière cette question, c'est l'idée de est-ce qu'on sera capable de transmettre aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants, ce qui a fait
l'Europe, ce que nous ont transmis les générations passées. Et ça nous amène en fait à nous poser la question de savoir où est l'Europe dans ce monde et pourquoi elle semble si impuissante dans ce monde qui a été décrit depuis ce matin. Je pense que d'abord, il y a une série de dynamiques qui font que l'Europe est en position aujourd'hui d'extrême faiblesse. Le premier, c'est qu'il y a un primat de la force sur le droit et que toute l'Europe s'est construite depuis post-1945 dans cette idée que le droit devait régenter le projet européen, devait régenter le monde parce que c'est ce qui allait nous éviter les conflits qui avaient ensanglanté notre continent. Le deuxième principe, c'est qu'on a une violence qui devient hors de contrôle. Et pourquoi elle devient hors de contrôle? Parce que les nouveaux maîtres du jeu, les acteurs, notamment régime autoritaire, démocratie libérale, ont fait de la violence leur instrument principal, tant en politique intérieure qu'en politique extérieure, où leurs politiques de conquête sont leur ADN même. Troisièmement, et ça vient d'être abordé et rappelé, c'est la question d'une Europe qui ne maîtrise plus les technologies de rupture. Alors, le délégué général du Québec a dit que la France a inventé la TVA, c'est très bien, on invente des impôts, mais il y a quand même la question des innovations de rupture, et là, en revanche, la France et l'Europe en général sont très loin et sont en train de perdre la bataille. Puis quatrièmement, c'est la question du multilatéralisme, où l'Europe en fait arrivait à naviguer dans ce monde parce qu'elle naviguait dans un monde d'institutions multilatérales qui sont toutes battues en brèche. C'est l'OMC dans le cadre du commerce international, c'est l'ONU, et c'est un multilatéralisme qui est soit détruit, broyé par l'administration Trump, notamment en retirant des financements extrêmement importants, soit dévoyé de son but, notamment avec la Chine, qui, elle, à l'inverse, augmente ses ressources, mais dans des objectifs qui sont très loin de ceux qui guidaient le monde post-1945. En parallèle de ces quatre tendances, vous avez aussi une Europe qui est perdue parce qu'elle assiste à une désoccidentalisation du monde. L'Europe s'est construite dans cette idée que depuis 1945, finalement, il y avait cette combinaison d'un Occident fait de l'Amérique gendarme du monde, d'une Europe plutôt missionnaire qui avait plutôt bien pris le virage du commerce international et qu'elle allait pouvoir continuer. Or, aujourd'hui, deux choses, désoccidentalisation, parce qu'on voit une émergence à l'inverse de puissances tierces qui renforcent constamment leur puissance, mais aussi un Occident qui se fracture, avec notamment cette communauté d'alliance entre les États-Unis et l'Europe, qui aujourd'hui ne partagent presque plus rien, ou tout du moins de moins en moins, et l'allié historique de l'Europe qui, dans le cas de l'administration Trump, n'hésite pas à violer notre souveraineté, qu'elle soit législative, réglementaire, à nous humilier, à nous vassaliser dans les accords commerciaux ou au récent sommet de l'OTAN, et demain potentiellement sur notre souveraineté territoriale au Groenland. Et puis, à cela, vous rajoutez trois menaces spécifiques, quasi existentielles pour l'Europe dans différents domaines. La première, c'est les États-Unis, on vient de l'évoquer, avec cette administration Trump qui tente d'humilier, vassaliser, parce qu'elle voit le monde en termes de sphère d'influence, et donc dans cette sphère d'influence américaine, l'Europe ne peut être que vassale. La deuxième, c'est la Chine, parce que si on prend le triptyque rival, partenaire, compétiteur, aujourd'hui la Chine est d'abord rivale, et on le voit notamment sur le plan économique, où en exportant ses surcapacités de production vers l'Europe, elle tue méthodiquement les industries européennes. Hier, ça a été l'industrie des panneaux solaires, aujourd'hui c'est l'industrie des véhicules électriques, demain ça peut être potentiellement les batteries et d'autres industries. La Russie, menace existentielle, il n'y a pas besoin non plus de rentrer dans le détail. Juste sur la Russie, beaucoup de citoyens français notamment, ou en Europe de l'Ouest, disent souvent on ne voit pas les troupes russes passer le Rhin, finalement c'est un problème d'Europe de l'Est. Non, parce que le fait est qu'on est déjà dans une guerre hybride réelle et permanente avec la Russie. Et donc dans ce contexte-là, le risque pour l'Europe, c'est un risque de vassalisation, c'est un risque d'humiliation, et c'est un risque, et j'utilise le mot, de disparition. Parce que l'Europe, on pense que parce qu'on a 24 siècles d'histoire, parce qu'on a une civilisation, parce que ça a été rappelé ce matin, on est ce continent avec une qualité de vie inégale, on va par définition exister. Non, l'histoire nous prouve que les Omeyyades au XIe siècle, l'Empire romain d'Occident au 5e, la dynastie Qing au 19e siècle avaient aussi des histoires extraordinaires, avaient aussi un raffinement de civilisation qui n'avait rien à envier à leurs contemporains, et pourtant, elles ont disparu ou elles ont été humiliées. Et donc la question, à mon avis pour nous Européens, dans cette refonte du monde global, c'est comment on écrit à nouveau l'histoire. Et pour moi, il y a trois choses. La première, c'est être lucide. On parle beaucoup en ce moment de lucidité dans le débat public en France, mais il faut aussi être extrêmement lucide sur ce que nous sommes dans le monde et ce que nous posons. Quand l'amiral dit que la Chine, tous les 3 ans, construit l'équivalent en aval de la marine française, il faut être lucide sur nos capacités aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire et notre capacité à façonner le monde. C'est le premier point.
Le deuxième élément, c'est qu'il va falloir enfin mettre en place au niveau européen un certain nombre de réformes. Alors, j'ai un prisme qui est celui de quelqu'un qui vit à Bruxelles, qui voyage beaucoup à travers l'Europe, mais il y a un an, il y a un rapport dont beaucoup ont entendu parler, qui est le rapport Draghi, qui est un rapport sur la compétitivité européenne, où Draghi dit, c'est le rapport un peu de la dernière chance, il y a des réformes essentielles à mettre en œuvre sur l'Europe de l'énergie, sur l'Europe de la défense, sur l'union des marchés de capitaux, parce que tant qu'on n'a pas d'union des marchés de capitaux, on ne peut pas avoir d'innovation au niveau européen. Sur tout cela, un an après, rien n'a été fait. Rien. Et donc là, il y a une vraie question, et c'est, on peut blâmer les institutions européennes, mais je rappelle quand même qu'on est dans une union d'États-nations, et que donc c'est les 27 États membres qui, in fine, décident de l'agenda européen. Et donc il y a quand même une question, nous, Français, pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas plus cet agenda de réforme au niveau européen? Et puis troisièmement, il y a une refonte totale, et je conclurai là-dessus, de la gouvernance européenne, parce que je pense que la gouvernance européenne telle qu'elle est aujourd'hui montre ses limites. J'ai été diplomate européen, mais aujourd'hui j'ai beaucoup de doutes sur la capacité à 27 à avoir une diplomatie réactive, à être capable d'avoir une défense européenne capable de peser dans le monde de demain et d'avoir des technologies de rupture à 27. Et puis, sur la question de, finalement, qui anime un peu toute cette table ronde, de est-ce qu'on peut avoir une gouvernance des démocraties? Oui, je pense qu'il faut absolument resserrer nos liens avec toute une série de démocraties à travers le monde. On a parlé évidemment du Canada, du Japon, de la Corée du Sud, on pourrait mentionner l'Indonésie. Mais je crois que notre force viendra aussi de notre capacité à reparler à des pays qui ne partagent pas nécessairement les mêmes régimes politiques et les mêmes valeurs. Et Monsieur le Premier ministre, vous avez été Premier ministre de Jacques Chirac, je sors d'un travail d'écriture sur la politique étrangère de Jacques Chirac, et ce qui m'a le plus frappé durant cette période, c'était la qualité du dialogue que vous aviez à l'époque avec des puissances qui peuvent être rivales. On a parlé de la Chine, on pense à l'Inde, on pense à d'autres, et je me suis beaucoup posé la question de pourquoi. Eh bien, c'est parce que je pense qu'à l'époque, on avait un dialogue qui n'était pas un dialogue idéologique. On n'essayait pas de faire la leçon à ces pays-là. On avait un dialogue civilisationnel. Et c'était permis par l'érudition des hommes d'État qui, de part et d'autre, menaient ce dialogue. Et je pense que c'est à ça qu'il faut revenir aujourd'hui. Oui. Merci. C'est sûr que Jacques Chirac n'était pas un passionné d'idéologie. Et c'est vrai que dans ses relations avec les autres, il cherchait toujours des visions très, très opérationnelles, mais en même temps très travaillées et appuyées en effet sur des bases historiques très, très fondées. Sur cette perspective-là d'avoir des démocraties qui pourraient essayer de travailler ensemble, au fond, le Québec et le Canada ont fait des démarches récemment pour avoir avec l'Union européenne des partenariats privilégiés. Et de dire que dès que l'Europe parle à plus de 27, il faut que le Canada soit le 28e en permanence, c'est-à-dire être Canada, Québec réunis. Et ça, je pense que c'est un élément très important, parce que moi je suis frappé par ce clivage aujourd'hui qui est en train de se créer Occident, Global Sud. Et on nous met dans l'Occident. Mais l'Occident sera toujours la géographie américaine et les positions américaines. Alors que s'il y avait un front des démocraties, notre identification, elle n'est pas liée à la géographie, même si c'est une géographie politique avec son histoire de l'Occident, mais notre identité, elle est sur le front des démocraties. Et les démocraties, elles existent en Asie, elles existent en Amérique latine, elles existent en Afrique, avec différences naturellement. Et donc le front des démocraties a plus de légitimité aujourd'hui pour une influence internationale. Alors est-ce qu'avec notamment le Canada, qui est un peu... j'imagine aujourd'hui un peu gêné par sa proximité américaine et qui serait content d'avoir et de renforcer quelques alliances ailleurs pour sortir un peu de cette dialectique de petit frère à côté du grand frère. Et donc, est-ce que pour vous, cette idée de front des démocraties est quelque chose de crédible? John Biden avait proposé ça, mais la première réunion qu'il a faite, c'était pour être contre la Chine. Donc il ne s'agit pas d'être contre la Chine, il s'agit d'être pour les démocraties et de défendre les démocraties et leur avenir. Et donc est-ce que vous sentez que le front des démocraties, c'est quelque chose qui peut exister dans l'avenir? Tout à fait. Je vais même faire une analogie avec, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les espaces géographiques ont été redéfinis et on a fait un plan Marshall pour reconstruire.
Mon analogie, c'est qu'on ne le dit pas assez, mais Dr Alexandre l'a dit ce matin, il y a eu une guerre de technologie. Le Canada, l'Europe, plusieurs pays l'ont perdu. Il y a un grand gagnant qui est la Chine, il y a un gagnant mais qui est en train de perdre, qui sont les États-Unis, mais l'espace numérique, il a été défini. Il est défini par les pays autoritaires qui contrôlent tout, et il était payé par les Américains qui contrôlent ceux qui n'ont pas contrôlé. Donc, la seule façon, c'est de raisonner qu'est-ce qu'on fait après la guerre. On a perdu la guerre. Donc, ça prend un plan Marshall qui ne viendra pas des Américains, mais qui vient de ceux qui ont perdu la guerre. Et ma proposition, c'est que ces 40 pays-là, plus ou moins, s'unissent, créent cette alliance. Et cette alliance, c'est une alliance qui n'est pas occidentale, qui est exactement ce que vous dites. Des pays qui ont les mêmes valeurs. Moi, j'ai pris un critère qui est la TVA. Pourquoi? Parce que quand vous regardez qu'est-ce qui est derrière les pays qui ont la TVA, curieusement, ils partagent beaucoup nos valeurs démocratiques et essentielles. À partir de là, cette histoire, j'en dors pas, Monsieur le Premier ministre. Hein? Je pense à ça tous les jours. Pourquoi? Parce que j'y crois, parce que ça touche une pierre de 3 coups, comme on dit chez nous, hein, qu'on lance à l'eau. Le premier coup, c'est que l'Europe et ces pays-là reprendraient l'agenda. D'abord, l'agenda médiatique. Vous imaginez la réponse de Trump de voir 40 pays qui se réunissent sans lui sur une plateforme numérique dans le but de faire du commerce de façon plus intelligente. On reprendrait l'agenda commercial, parce qu'on est ailleurs, il n'y a pas sa même patinoire, et on reprend l'agenda numérique qu'on a perdu. Deuxième coup dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça veut dire que les pays qui sont membres de cette alliance vont accélérer l'adaptation et l'adaptation aux nouvelles technologies. Parce que la TVA, ça va partout. Il n'y a pas une PME qui n'est pas frappée par la TVA. Donc, si on la numérise de façon uniforme à travers 40 pays à partir d'une architecture technologique moderne qui nous permet l'IA, ben, on va avoir rapidement une adaptation aux nouvelles technologies. Et la troisième chose qu'on va toucher, c'est le point que vous soulevez, c'est qu'on va pouvoir, à partir de là, créer une alliance différente qui va nous permettre de rebalancer le pouvoir mondial. Mais on ne peut pas refaire l'OMC. Et on ne peut pas refaire ça. Parce que, donc, il faut aller, à mon avis, vers le plurimultilateralisme par opposition au multilatéralisme. Et ce pluri veut dire qu'on doit rassembler autour de la table ceux qui pensent un peu comme nous, de façon urgente. On n'a pas 20 ans pour faire ça. À la vitesse, et Alexandre a raison, hein, docteur Alexandre a raison, à la vitesse où ça va, chaque année, chaque jour, on est de plus en plus moins compétitif sur cet aspect. Donc, il y a urgence dans la maison. Et cette urgence, c'est pour ça que je dis le Canada et l'Europe, qui sont déjà unis par l'accord, c'est un bel exemple pour rapidement démontrer au reste du monde que c'est faisable. Mais comme le disait Jérémy tout à l'heure, il n'y a pas forcément un accord de l'Europe sur tout ça. Et que l'Europe peut être dispersée, que s'il y avait une discussion, peut-être qu'il n'y aurait pas 27. Alors, Pedro... Je dirais même plus. Hein? C'est fondamental d'avoir un certain accord et savoir exactement quelle Europe sera intéressée de jouer ce jeu. La deuxième chose, c'est que, par exemple, je suis membre du Australian European Business Council. Australie, elle peut jouer ce jeu. Japon, la Corée. Et si on fait un redesign du multilatéralisme international, ça, c'est quelque chose qui peut être une réponse. Sûrement, il faut faire ce que, d'une façon ou l'autre, vous avez dit, parce qu'il faut le faire en termes européens. Mais ça, c'est différent, je pense. Mais Pedro, est-ce que... Il y a une question que j'allais poser à vous et à Jean-François. On se dit qu'il y a une crise des leaderships au niveau national, au niveau international. S'il y a une classe politique extrêmement préparée, c'est en France. Ça, c'est sûr. Extrêmement préparés. On peut dire enfin que les plus jeunes, ils ne sont pas intéressés, que les partis maintenant sont un peu divisés, sans structure, etc. Mais vous avez encore des gens qui sont très bien. Pourquoi avoir toujours des crises?
avoir un premier ministre chaque 12 mois. Non, vous êtes au centre d'Europe. L'Allemagne est un peu affaiblie, comme on le sait, parce qu'ils ont tous les piliers de la politique de l'Allemagne, l'énergie de Russie, le commerce de Chine, enfin, ça n'a pas bien marché, comme on voit. Et maintenant, ils ont quelqu'un qui est plus un businessman comme Premier ministre, mais quand même, la classe politique allemande, c'est pas la classe politique française. Alors, comme un petit pays, enfin, périphérique, si vous voulez, dans le langue de Bruxelles, pas périphérique en termes atlantiques, la question se pose pourquoi? Je sais qu'il y a des tas de raisons personnelles, mais il fallait avoir une conscience que c'est un moment très spécial pour l'Europe. Et j'avais une deuxième question pour vous. Ça, c'est en termes... Vous avez été invité pour donner des réponses, mon cher. Hein. Mais c'est, non, mais Moretti, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous posiez des questions. Ministre Moretti, il sait que la stratégie, c'est de poser des questions. Oui. En termes des océans... Si j'ai un procès en Portugal, je vous prendrai comme avocat. Hein. J'ai ma carte ici. Mais vous pensez que cette idée d'avoir cette alliance, ça pourrait jouer en termes de géostratégie militaire d'une façon qui ferait un certain sens? Vous parlez au niveau européen? Non, européen global. Non, avec le Canada. Avec D'accord. Je vais répondre un peu directement parce qu'en fait, je voulais tenter d'intervenir sur la fin, parce qu'on parle beaucoup d'Europe, donc d'Union européenne, et d'un point de vue maritime, mais pas que, parce que ça rejoint la question du Conseil permanent de sécurité, c'est le Royaume-Uni. Grande nation maritime, nous, les marins français, on sait que c'est avec eux qu'on a depuis, alors on s'est bien tapé dessus les uns dans le passé, mais globalement, c'est avec eux qu'on travaille très bien. Il ne faut pas oublier le Royaume-Uni. D'un point de vue maritime, évidemment, mais j'ai envie de dire, je vais tout de suite élargir au point de vue nucléaire. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est derrière tout ça, avec l'Ukraine, la Russie a utilisé, a retourné la question en fait, de sa puissance nucléaire pour aller envahir un pays qui était son voisin, qui est l'Ukraine, et après a dit, attention, si vous m'attaquez, c'est mon territoire, donc attention, dissuasion. Donc on a entendu beaucoup de discours de Vladimir Poutine sur ce sujet-là. On voit bien que dans les 5 membres du Conseil permanent, il y en a 3 qui ont décidé de changer les règles du jeu, de fait. La Chine est en train de proliférer, parce qu'elle multiplie ses capacités nucléaires. La Russie, j'en viens d'en parler, et puis les États-Unis ont un jeu qui est moins lisible. Donc la question c'est, et ça rejoint après, derrière le point de vue maritime et global, mais je pense que le Royaume-Uni, avec nous, a un rôle fondamental à jouer pour venir aussi stabiliser tout ça et porter une voix. Par le maritime notamment, parce qu'en plus c'est une grande nation maritime, qui elle aussi, à des dividendes de la paix, a décidé de casser son outil maritime pour une nation d'iliens importants, de gens qui pensent au monde global. Donc il faut qu'ils reconstruisent aussi leur capacité, mais je pense effectivement, et dernier aspect, pour pouvoir aller dans le sens que vous voulez, c'est l'alliance atlantique, depuis 30 ans, a oublié que sa dimension maritime était juste centrale lorsqu'elle se crée. Et qu'en fait, il faut redynamiser aussi la dimension maritime de l'OTAN, qui sans doute sera un moyen d'aller réassocier un certain nombre de nations. Dans ce que vous dites, quelque chose de très importante. La relation entre l'armée française et l'armée britannique est très importante. Un corps de Lancaster House. Donc on a une proximité qui est très importante, même si c'est notre ennemi héréditaire, même si dans l'histoire il est arrivé que nous fassions des erreurs, c'est jamais de notre faute, c'est toujours de la faute des Anglais. Répétez bien ça. On ne fait jamais de faute, mais les Anglais nous ont conduits à faire des fautes. Mais il n'empêche que ce qui était quand même très intéressant dans ce rendez-vous à Washington avec le président Macron et le chancelier allemand et le Premier ministre anglais, c'est que les 3 étaient ensemble. Et ça, c'est très important parce que, au fond, c'est les 3 puissances d'un espace politique qui est un espace politique un peu ingouvernable, avec 3 puissances qui peuvent être gouvernables. Ce qui ouvre la porte à la question de Pedro, c'est qu'au fond,
avec notre défense, l'accord qu'on a avec la Grande-Bretagne, on pourrait l'avoir avec l'Australie. Et on pourrait avoir une autre géométrie européenne, si tout le monde ne veut pas venir, en ayant une géométrie européenne qui permettrait un Lancaster House élargi. Et ce qui pourrait peut-être nous donner le moyen d'avoir une puissance qu'on ne trouve pas dans la coopérative européenne. Car la coopérative européenne, avec le principe d'unanimité, fait qu'on n'a pas de puissance pour agir. Or, il nous faut une puissance. Or, la puissance fondée sur une décision hiérarchique militaire, avec le pouvoir politique, mais avec des accords entre différentes armées, là, il y a quelque chose qui peut peut-être être intéressant. Et on a vu que finalement, les Anglais sont toujours liés aux Américains quand il s'agit de géopolitique globale, mais quand il s'agit du continent européen et de la menace russe sur le continent européen, ils sont d'abord des continentaux européens. Donc ils cherchent vraiment à avoir des relations avec nous. Et donc naturellement, je crois que ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'on ne cultive pas trop le Brexit et que les amertumes sur le Brexit, parce qu'on a quand même besoin de cette alliance-là. Moi, je me souviens, à Matignon, parce que c'était la responsabilité du Premier ministre, quand nos eaux territoriales étaient visitées par des sous-marins russes notamment, un sous-marin britannique, un sous-marin français, et les Russes partent immédiatement. Dès que les sous-marins partent à l'eau, on sait que les Russes sont s'en allés, mais ils surveillent attentivement nos canaux et nos câbles sous-marins. Et donc il y a là, je crois, quelque chose de très important d'avoir peut-être la réflexion sur une géographie, une géométrie qui n'est pas tout à fait la géométrie des 27, mais qui peut être une géométrie opérationnelle. Au fond, on va peut-être en rester là si vous êtes d'accord, mais je pense que ce qui est quand même très important, c'est de voir comment on va essayer de discuter un peu sur le multilatéralisme, un avenir du multilatéralisme. Et on ne l'a pas dit, pluri. En tout cas, je pense qu'il serait important d'avoir une discussion avec les pays, y compris autoritaires, qui défendent le multilatéralisme. Je pense à la Chine. Elle défend un multilatéralisme à la chinoise. Mais nous défendons un multilatéralisme à la démocrate. Donc on peut peut-être discuter, mais en tout cas on ne fera pas une gouvernance mondiale avec un nouveau multilatéralisme sans discussion avec les grandes puissances. Donc je pense que ce multilatéralisme que nous devons apprendre, peut-être qu'il peut passer par une solidarité renforcée des démocraties, mais aussi un dialogue avec les pays non démocratiques. Messieurs, je vous remercie beaucoup de vos interventions et de la qualité de vos propos qui participent à l'enrichissement de ces débats.